C'est Bonjour à parti. tous, bienvenue donc dans ce premier webinaire qui a été ouvert à tous les établissements qui sont dans cette démarche en cours de formation, en route vers le label ou labellisé. Voilà, notre objectif, c'était que l'on puisse étayer un propos. Donc aujourd'hui, on a choisi le pilotage de la démarche et on va pouvoir en échanger. Donc, c'est Assum'Vie qui vous propose ça aujourd'hui. Donc, juste un tout petit rappel. Donc, moi, Élise Gambier, je suis la présidente d'Assum'Vie. Un tout petit rappel sur l'association. C'est une association qui a été créée par les utilisateurs, qui a l'objectif d'agir auprès des pouvoirs publics pour faire connaître l'humanitude, valoriser les impacts médico-économiques de cette démarche et soutenir ses utilisateurs comme on le fait aujourd'hui. Donc, au tout début, c'était pas ça, mais depuis quelques temps, depuis 2011 que le label a été créé, c'est de définir cette labellisation et de pouvoir délivrer les labels aux établissements. Assum'Vie va également former les visiteurs labels et on va continuer à mener des études et communiquer sur les labels de façon à faire la promotion de cette belle philosophie qu'est l'humanitude. Donc aujourd'hui, en 2024, on va avoir 800 établissements qui forment leurs équipes chaque année, 450 qui se connectent sur le référentiel Humanitude et 150 engagés vers le label. Et à ce jour, 35 établissements sont labellisés. On vous a mis l'image du livre Vieillir debout. Il relève le défi au sujet justement de différentes expériences d'établissements labellisés, écrit par Annie de Vivi. Coucou. Alors donc, pour rappeler la démarche Humanitude qui va peut-être introduire notre propos sur la gouvernance, le COPIL, c'est une démarche qualité d'amélioration continue qui développe l'approche domiciliaire basée sur 5 principes, ce qui correspond aux attentes de l'HAS pour améliorer la qualité des prestations des personnes, mais aussi la qualité de vie au travail et l'approche domiciliaire. Oui. Vite. Je vous l'envoie. J'ai mon équipe qui essaye de se connecter, puis ils n'ont pas de lien. Alors, juste... Voilà. Donc, ce qu'il faut rappeler au sujet du label, c'est que ça va être nécessaire d'avoir toute la gouvernance et notamment la direction engagée par rapport à ça, pour pouvoir justement organiser cette démarche et notamment au travers d'un groupe de pilotage dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui se décline en groupe action. Et cet engagement, il faut savoir que c'est une condition d'éligibilité du label, de façon à mener et mesurer une démarche qualité rigoureuse basée sur l'enseignement du référentiel Humanitude. Voilà, complété à 100% et 80% d'acquisition minimum. Donc, pour étayer notre propos aujourd'hui, autour du groupe de pilotage, nous avons sollicité différents établissements qui vont pouvoir expliquer un peu leur façon de faire, d'avoir pu mettre en place ces différents copiles. Donc, on aura pour ma part la représentation de la maison Jeanne, donc je gère cette maison à Villers-Bocage. On aura également les balcons du Lot de Pressac avec Aurélie Reeves. On aura également la résidence Les Menhirs à Montauban de Bretagne par l'intermédiaire de Gaëlle Goron qui fait également partie de l'association. On aura le Castel Blanc à Masevaux par Karine Zimstein. Et on aura l'association Bien-être dans le cadre de son SPASAD et son SAD, représentée par son président Éric Damaré et Isabelle Carton.
Pour compléter, elle va nous rejoindre tout à l'heure. Il y aura Fatima Benfried qui fait également partie de l'association, du centre Hélène Borel. Pour représenter Assum'Vie qui organise le webinaire, on peut vous présenter Sophie Bourbecker qui n'est plus à présenter, la chargée de mission, mais également Delphine Aznar qui est directrice du pôle de pilotage Humanitude France et Annie de Vivi qui est la PDG Humanitude France. Dis donc, belle appellation, attention. Donc, on va… Ouais. Vas-y, si tu veux. On s'est posé 4 à 5 questions autour du groupe de pilotage pour vous donner un aspect des différents établissements qui nous font le retour d'expérience, de comment ils ont pu mettre en place ce groupe de pilotage. Donc d'abord, pourquoi ce groupe de pilotage? Qu'est-ce qu'il apporte? Quelles vont être les difficultés de la mise en place de ce groupe de pilotage, quels vont être les leviers et les freins également. Donc, chacun pourra apporter son expérience et on pourra en échanger puisque, évidemment, tous autour de ce webinaire que vous êtes, vous avez certainement déjà un groupe de pilotage et vous allez pouvoir étayer le propos. Donc, pour cette première question, pourquoi avoir un groupe de pilotage et quelle va être sa composition? Eh ben, ce groupe de pilotage, c'est vrai que c'est le préalable, certainement indispensable. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en place avec les 2 journées soutenues par les IGM quand on remplit notre auto-évaluation annuelle dans le cadre d'Encodea. Ce groupe de pilotage, pour moi, c'est la certitude de la mise en place d'une démarche qualité globale, donc que ce soit Humanitude, mais ça pourrait aussi s'extrapoler à n'importe quel établissement qui aurait l'obligation, comme on a tous, de mettre en place une démarche qualité, constituer un groupe de pilotage, ça va permettre d'asseoir la démarche, de l'organiser, de la mesurer, de la prioriser, de la planifier et de pouvoir organiser le travail de réflexion, donc sa pérennisation, de façon à permettre l'amélioration des pratiques. Et en dernier point, suivre l'état d'avancement de cette démarche. Donc, ce groupe de pilotage, c'est une équipe de travail, donc on va pouvoir évoquer sa composition et qui va permettre de guider le déploiement des différents projets et thèmes de démarche Humanitude. Et peut-être créer des groupes ressources pilotés par certaines personnes, les personnes ressources, pour déployer la démarche. Donc, avec cette gouvernance de démarche qualité, ça va permettre d'asseoir une démarche projet autour de la philosophie. Donc, comment on peut composer ce groupe de pilotage? Là, c'est très dépendant de la structure. Pour ma part, pour faire le retour d'expérience qui me correspond, nous avons un groupe de pilotage avec tous les responsables, oui, ça pourrait, après, ça dépend aussi des moments, mais les responsables des services, donc les cadres, la responsable qualité, notre ergothérapeute, un psychologue, mais on pourrait avoir le responsable de l'hôtellerie, de la restauration. Donc, il faut savoir que la Maison de Jeanne, c'est une structure assez étoffée. Donc, quand on n'a pas tous ces responsables, c'est intéressant d'avoir quand même une personne représentative des différents secteurs, puisqu'on sait qu'on va pouvoir avoir des actions et des leviers sur tous les sujets. Et c'est ça qui est intéressant quand on travaille en maison de retraite, c'est qu'on n'a pas qu'un seul thème, mais on va avoir de l'hôtellerie, on va avoir de l'animation, on va avoir de la restauration. Donc, ça nous donne vraiment une variété de réflexions possibles. Donc, toutes ces personnes vont pouvoir se retrouver au niveau du groupe de pilotage de façon à avoir une vision globale des choses et de façon à pouvoir prioriser les sujets et à avoir un regard varié sur les sujets à amener à ce moment-là dans le groupe de pilotage.
Dans mon groupe de pilotage ici, je mets également des représentants des aides-soignants, infirmières et professionnels de nuit que j'oublie souvent, mais pour le coup qui est vraiment importante à avoir dans le COPIL. Puis il faut dire aussi qu'ils ne sont pas toujours très contentes de venir travailler de jour à Villers-Bocage. Donc je les oublie parfois, mais c'est vraiment un métier intéressant à avoir dans le cadre du COPIL. Voilà, et ce COPIL, il est valorisant pour les professionnels qui y participent parce que ça devient des décideurs des thèmes qui vont devoir être explorés au cours de l'année. Voilà, donc je ne sais pas si on évoque la méthode, le nombre de réunions, mais peut-être qu'on en reparlera après. Oui, Élise. On va voir comment s'organise le groupe de pilotage. Élise, on en reparlera après, merci beaucoup. Juste pour vous préciser, si vous avez besoin de poser des questions, au fur et à mesure, vous pouvez utiliser la petite bulle pour poser des questions. Ça nous permettra ensuite, à la fin, de pouvoir y répondre tous ensemble. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez poser ces questions à l'écrit qui seront traitées à la fin du webinaire. Élise, on va compléter peut-être tes propos avec un autre établissement qui pourrait aussi nous expliquer la composition de son groupe et éventuellement les missions. Je pense au Balcon du Lot, Aurélie Rive. Est-ce que vous êtes là? Non? Oui. Peut-être monsieur Damaré? Oui, Madame Carton? Oui, Madame Carton. Oui, alors, Madame Carton, bonjour. Bonjour. Au niveau du SPASAD de l'association Bien-être, nous avons souhaité donc élaborer un comité de pilotage qui est composé de 5 personnes. Donc, on a le président de l'association, Monsieur Damaré, qui fait partie, Madame Cato, qui est responsable du service d'aide à domicile. Ensuite, on a nos 2 référentes humanitudes, donc Madame David, qui est infirmière coordinatrice, Madame Vanov, qui est aide-soignante, et puis moi-même en tant que responsable du SPASAD. Donc ça a été notre souhait au niveau de la structuration du comité de pilotage. On se réunit 3 fois par an et on fait toujours le point sur les projets en cours et à chaque fois, on détermine également la nouvelle stratégie à déployer pour continuer les différents projets. Ah, Aurélie a réussi normalement à remettre, oui, à mettre bonjour son... tout le monde. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Oui, du coup, nous, après ISAC, on a quelques années de COPIL avec du coup, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui maintenant fonctionne, c'est-à-dire de maintenir les copiles quoi qu'il arrive au sein de l'établissement. Et des copiles, pas des codires, quoi. Des copiles avec des collègues infirmières, des collègues aides-soignantes, les collègues de la maintenance, de la cuisine, de la vie sociale, enfin vraiment tous les corps de métier sont représentés dans notre copile. Et en fait, ce qui a permis de pérenniser la bonne tenue des copiles de manière mensuelle, c'est d'avoir, grâce aux collègues qui ont voté en CSE, la possibilité de faire les copiles l'après-midi, après une matinée de travail en fait. Et de ce fait, c'est facilitant pour les collègues qui certes passent la journée ici, mais en tout cas, voilà, ça nous permet de maintenir le copil et avec vraiment une représentation pluriprofessionnelle. Vraiment, ce que disait Elise aussi tout à l'heure, on a tous nos collègues, l'administration, la maintenance, la cuisine, enfin, tout le monde est représenté au sein du copil. Avec des collègues, donc les collègues référentes humanitudes, AS et IDE qui sont à chaque copil, mais également on essaye d'inviter d'autres aides-soignantes. En fait, on a un horaire qui s'appelle le DO, peu importe, c'est une collègue qui est en 12 heures, qui accompagne les habitants dans son quartier le matin aux soins, puis au repas, et ensuite elle a un temps dédié entre 14h30 et 17h30, un temps dédié de vie sociale ou de référence. Et du coup, ces collègues-là, quand on les invite au copil. Donc, en fait, ça permet à toutes les collègues de participer au copil sur une année. Donc ça, c'est chouette et ça
ça démystifie un peu le copil, entre guillemets, étant donné que tout le monde peut y participer. Et c'est vraiment ce que disait Elise tout à l'heure, pareil, je l'ai senti comme ça, elle le dit, c'est valorisant en fait, de voir que tout le monde a sa pierre à l'édifice à emmener, même si ce n'est pas son sujet de prédilection, quoi. Merci beaucoup Aurélie, merci Madame Carton, Élise. On continue. La question suivante. Si je peux me permettre de rebondir, là, moi, j'évoquais la composition du comité de pilotage qui se réunit 3 fois par an, mais après, on a décliné une autre entité, enfin, une autre structuration qui s'appelle le groupe de pilotage, qui se réunit 1 fois par mois avec des représentants de l'ensemble des corps de métier. Donc là, on va retrouver l'ergothérapeute, le diététicien, la psychologue, infirmière coordinatrice, responsable de secteur, aide-soignant et aide à domicile. Donc là, ça va être une instance qui va se réunir 1 fois par mois et ensuite, on se décline en groupe action en fonction des thématiques et des projets que l'on souhaite développer. Très bien, mais justement, ça fait le lien avec la deuxième question. Mais comment vous vous organisez et est-ce que justement vous déployez ces groupes actions et en quoi consiste-t-il? Peut-être, Élise, pour reprendre la parole. Madame Carton, vous nous donnerez votre expérience ensuite. Élise? Alors, oui, peut-être sur la slide précédente. Comment se déroule là pour un retour d'expérience très personnel, c'est ça Delphine? Oui. Comment se déroulent les réunions? Nous, on en fait 4 par an et je me dis que c'est peut-être pas suffisant. Ce sont des réunions d'1 heure et demie à 2 heures parce que je considère que au-delà, c'est pas des réunions efficaces, mais avec les journées accompagnées des IGM, on est obligé aussi de les formaliser un peu différemment. Donc, quand c'est des journées entières, on en profite pour déjà travailler sur des sujets de fond et profiter qu'on soit en groupe pluridisciplinaire pour agir sur des sujets qu'on aura choisis à ce moment-là. Donc déjà, se décliner en groupe action quand on est sur des journées de travail complètes. Sinon, il doit y avoir en parallèle des groupes ressources tout au long de l'année pour compléter ces 4 journées de copil annuel. Madame Carton, vous utilisez la notion de groupe action également? Oui, tout à fait. En fait, donc au niveau du groupe de pilotage, on a des pilotes dans différentes thématiques et ces pilotes sont en charge d'animer les groupes actions avec les projets qu'ils vont déployer sur l'ensemble de l'année avec des collaborateurs des équipes de terrain. Ça permet d'étudier les besoins, la faisabilité, comment ça peut se déployer au quotidien finalement. Que ce ne soit pas quelque chose de pensé uniquement dans les bureaux, mais qui soit applicable quotidiennement pour les personnes que l'on accompagne. Ça signifie que ces groupes actions donc, sont constitués de personnes, de professionnels de terrain, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. Sophie, est-ce que tu voulais rappeler quelques points peut-être? Oui. Merci pour tous vos retours d'expérience pour le moment sur le groupe de pilotage. Ce qui est vraiment intéressant de comprendre et pour que cela puisse fonctionner, c'est vraiment que cette instance de pilotage, c'est une instance organisationnelle où vous avez des personnes ressources et responsables souvent des prestations. Mais en effet, certaines structures, comme Apressac, invitent au fur et à mesure d'autres professionnels ou d'autres métiers. Et c'est ce groupe vraiment de pilotage qui va permettre de mettre en place les gros projets et la stratégie. Et par expérience, pour ne pas se perdre dans tous les projets et tout ce qu'il faut mettre en place, on conseille de mettre en place 5 projets. Et dans ces 5 projets vont se découler après 5 groupes actions. Et c'est ce qu'on vous a mis, par exemple, sur la diapositive qui est affichée, c'est que ces 5 groupes actions, ensuite, eux, vont avoir des missions pour les professionnels, vont déployer sur le terrain, vont organiser les réunions et après, il y a le représentant du groupe action qui va, lors de la réunion de pilotage,
remettre au groupe de pilotage l'avancée du projet. Donc, c'est vraiment ce groupe de pilotage qui a vraiment la partie organisationnelle et qui va prioriser les projets et ensuite vont découler des groupes actions. Donc oui, pour compléter, ces groupes de pilotage, ils ont vraiment pour mission d'organiser ces projets. Il ne s'agit pas uniquement de diffuser les techniques, de pouvoir transmettre au quotidien sur le terrain, comme pourraient le faire éventuellement des référents. Il s'agit, dans ce groupe de pilotage, vraiment d'avoir cette notion d'organisation des projets et mener un projet du début jusqu'à son aboutissement. C'est vraiment passer par toutes ces phases-là. Donc, il va falloir un peu peut-être tâtonner. C'est intéressant ce que nous disait Aurélie. Oui, il faut tâtonner. Je pense que des organisations standards de groupes de pilotage, il n'y en a pas. Donc, ça signifie qu'il va falloir s'adapter, comme disait aussi Élise, la composition, l'adapter à vos possibilités. Ne pas être trop ambitieux aussi, parfois, et savoir réajuster quand vous voyez que ça ne fonctionne pas. Plusieurs groupes de pilotage qui s'annulent, ça signifie peut-être que vous avez été ambitieux sur le nombre annuel. Peut-être, voilà. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut absolument rediscuter en permanence et être toujours dans cette notion de démarche apprenante. N'est-ce pas, Annie? Oui, c'est ce qu'on. Tu as coupé le micro, Annie. Ah. C'est ce qu'on essaye de vous proposer dans l'association et au sein du réseau Humanitude. Et vous voyez que le référentiel Humanitude, il est composé justement, il est structuré justement pour venir aider à avoir une vision d'ensemble de l'ensemble des projets et d'utiliser peut-être le plan d'action de ce référentiel comme moyen de repère sur les différentes actions menées et comme support aux réunions, comme support d'ordre du jour et de compte-rendu de vos réunions du groupe de pilotage grâce à cet outil qui est le référentiel et son plan d'action peut-être. Très bien. Donc, on peut peut-être passer à la troisième question. La troisième question, donc pour ne pas se perdre ou pour ne pas tomber dans les grandes difficultés, on vous propose un retour d'expérience et là, c'est Gaëlle qui commencera sur justement quels ont été les freins possibles avec votre expérience depuis 2013 par rapport à cette instance de pilotage, par rapport à ce groupe de pilotage. Oui, bonjour. Du coup, je me fais représentante de tout notre groupe Humanitude. Nous, on voulait vous faire part, c'est des difficultés. On est un établissement dans les premiers labellisés, 2013, qui a été relabellisé aussi en 2018 et qui a vécu le référentiel Angélique en Humanitude sur papier avec tableau Excel. Et puis, petit à petit, ça s'est informatisé, tout ça. Et c'est vrai que ça a été difficile parce que le groupe était très sur le terrain et a eu du mal à reprendre toute cette numérisation et ces nouvelles missions. C'est-à-dire qu'on a eu jusqu'en 2021 où il y a eu la visite de suivi de notre deuxième label où l'auto-évaluation sur Encodea s'est faite partiellement par la qualiticienne. Et il y a eu après cette visite où en 2022, on s'est créé vraiment en copie l'Humanitude que l'on a appelé nous groupe pilote Humanitude, donc GPH, et qui se réunit en moyenne 3 fois par an avec les conseillers Humanitude et la direction. L'ordre du jour a été plus élaboré et les missions redéfinies. Et là, on a commencé à écrire qu'est-ce que les temps Humanitude, c'est les journées dédiées, qu'est-ce que le groupe ressources, à quoi il sert, quelles sont nos missions et quel est le profil de poste, surtout le profil de poste d'un conseiller Humanitude. Il y a eu une information sur la démarche qualité. C'est vrai que notre démarche qualité était très petite, enfin, elle démarrait juste. Il y a eu aussi le départ de notre qualiticienne et qui a fait que, et avec la direction, les cadres, et on a dû se former en Codea très rapidement. Et par contre, on a commencé une réflexion vraiment sur des groupes de travail qu'on n'appelait pas groupes action, mais des groupes de travail restauration sur la restauration et sur la contention, par exemple.
Après, ben, en fait, comme le label a eu ses exigences normales, c'est vrai qu'on était un peu, enfin c'est l'image que je donne souvent, qu'on était peut-être la locomotive à vapeur et qu'on a dû prendre directement le TGV grande vitesse, et ce qui a été vraiment très très compliqué pour nous. Enfin, c'était le ressenti de tout le monde. Et du coup, voilà, on a dû avoir vraiment des difficultés sur vraiment la mission du COPIL. D'abord, c'est quoi un COPIL? À quoi ça sert? C'est quoi ses missions? C'est quoi l'objectif? Donc, on a eu des formations avec l'IGM de la région. Et c'était clair, les jours de formation, c'est vrai que c'était clair, on mettait les choses en place. Et dès qu'on était tout seul, un peu perdu, quoi. Donc, les ressentis du groupe, c'était que jusque-là, la priorisation, c'était vraiment de garder les pratiques sur le terrain et d'accompagner les soignants sur le terrain. Et il a fallu, ça a été difficile de s'approprier les réelles missions du nouveau COPIL et ce qui était attendu surtout. La sensation aussi d'être obligé, enfin, de mettre en place toutes les enquêtes et les audits, c'était d'être plus des évaluateurs que des accompagnateurs. Et ne pas savoir aussi, c'est suivre, accompagner les équipes sur le terrain, c'est-à-dire vraiment mettre du sens à toutes ces nouvelles missions. Et puis du coup, comment intégrer les autres professionnels. Donc l'expérience d'avant, enfin les témoignages d'avant sont intéressants parce que ça nous permet de voir comment intégrer les autres professionnels sans surcharger le travail de chacun aussi. Donc voilà. C'est vrai qu'on a bien réalisé qu'il fallait écrire comment on travaillait parce que sur le terrain, c'était bien. On était labellisé sans souci, mais alors sur les procédures et tout ça, il y avait vraiment beaucoup de choses à formaliser. Donc, lors des formations COPIL, on a été accompagnés, bien sûr, mais du coup, on a été en fait trop ambitieux, ouais, peut-être. On a mis 13 groupes actions créés avec des pilotes et des enquêtes de terrain qui étaient à organiser. Donc, il y a eu beaucoup de documentation. C'est vrai qu'on nous a fourni beaucoup d'exemples, beaucoup de choses, de documents à lire, mais qui nous ont peut-être un peu perdus. Et une trame de travail qui a été présentée par l'IGM et qu'on n'a pas su s'approprier réellement, et les pilotes, chacun dans leur rôle. Donc, vraiment un sentiment de surcharge de travail, de manque de compétences sur cette démarche qualité, sur l'écriture. Alors, administrative, c'est l'écriture des procédures, en fait. Et vraiment de ne pas comprendre ce qu'on attendait de nous. Les temps aussi étaient… On avait notre COPIL, mais on n'a pas réellement mis de temps dédié à ces groupes pilotes. On disait on va essayer de les gérer en même temps que le travail, et en fait, ça n'a pas marché du tout. Une concertation difficile avec les collègues de terrain, et en fait, il y avait trop de thématiques différentes et importantes. Parce qu'on avait vraiment, nous, identifié la restauration, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses à régler. Et en fait, c'était déjà ce thème-là en lui-même était un gros travail. Et surtout, on a un peu perdu le sens du rôle du conseiller tel que nous, on l'avait jusque-là. Et du coup, il y a eu un essoufflement. Donc aujourd'hui, en fait, on a décidé de mettre en suspens le renouvellement du label. On s'est recentré vraiment sur les missions de terrain des conseillers avec vraiment bien organiser les TH et les temps humanitude. Pour nous, c'est les journées dédiées. Les toilettes évaluatives, bien sûr, est prescrite, les plans de soins. Et, il y a tous les ateliers manutention relationnelle et les infos humanitudes pour accompagner les professionnels de terrain. On continue les observations des pratiques en même temps que les toilettes évaluatives, c'est-à-dire qu'on a créé une grille et ça permet de réajuster les ateliers manutention en fonction des besoins de ce qu'on observe sur le terrain, par exemple le toc-toc ou la capture sensorielle ou des choses comme ça. On a fait cette année une formation spécifique pour les conseillers qu'ils n'avaient pas eu depuis X temps, et on a des conseillers avec une formation qui date de 2009, les premières, je crois, ou 2006 même, ou 2005 même. Du coup, ils sont un peu vieillissants et ils avaient besoin de renouveler leur connaissance, parce que la formation humanitude, elle évolue aussi. On a aussi le projet de participer à une journée commune des référents dans la région.
Et puis, forcément, avec l'auto-évaluation référentielle HAS, on travaille avec un COPIL Humanitude qui s'est créé avec toute cette démarche qualité, qui se met en place tranquillement. Et surtout, notre objectif principal est surtout de garder le niveau du label pour l'avenir et puis pour les résidents aussi. Voilà pour nous. Merci beaucoup. Merci Gaëlle. Donc, vous mettez vraiment en évidence le fait que, oui, la démarche qualité qui est demandée, oui, est rigoureuse, hein, beaucoup de procédures, de réflexion et ensuite de mise en œuvre sur le terrain. Donc, oui, attention à ne pas perdre le terrain pour pouvoir mettre en place tout ça et réussir vraiment à jauger. Donc, voilà, vous avez peut-être bien fait de mettre en stand-by pendant un petit moment, peut-être pour vous revoir bientôt dans cette démarche de labellisation. Voilà. En tout cas, il faut être en permanence dans l'amélioration des prestations, l'amélioration de la démarche qualité, mais aussi vraiment l'équilibre avec la qualité de vie au travail et voilà, essayer de ne pas trop surcharger ces groupes, hein, c'est un peu quelque chose qui survient dans certains cas. Donc, est-ce que d'autres personnes voudraient témoigner de difficultés éventuelles? Il y a Karine Zumstein aussi qui nous a rejoint. Karine, est-ce que vous voulez nous parler aussi de quelques petites difficultés sur la mise en œuvre de votre groupe? Alors, on ne vous entend pas, il faut juste mettre dans le micro. Donc, vous nous expliquiez que… Voilà. Très bien. Bonjour. Désolée. Du coup, oui, on a en fait notre difficulté, c'est qu'on avait des pilotes un peu moins impliqués que d'autres, certains très actifs, d'autres quasiment pas. 2 pilotes absents et c'est vrai que les moteurs étant beaucoup l'encadrement dans l'établissement, avec 1 ou 2 référentes humanitudes, c'était un petit peu plus ardu cette année. Les difficultés, c'est également hôpital public, un peu beaucoup de problèmes d'argent depuis quelques mois, comme beaucoup d'établissements publics, conjugué à de l'absentéisme. C'est vrai que c'était compliqué pour nous de continuer à mettre des journées dédiées, à faire du compagnonnage, alors que ça, on a été vraiment très… comment dire ça, très positif dans ce sens-là. On a des super référentes et c'est vrai que c'est compliqué de les intégrer dans les soins alors qu'elles aimeraient tellement faire du compagnonnage et transmettre les bonnes pratiques. Donc ça, c'était des vraies difficultés. Voilà. Ok. Élise? Oui, ce qui est pas facile ici peut-être, c'était de maintenir la démarche parce qu'elle commence à être ancienne, de savoir sur quel sujet partir et d'affiner toujours un peu plus les choses. On a une petite particularité, c'est qu'on a aussi des référents qui sont assez nombreux, comme à Montauban. Je crois que Montauban restera l'établissement quand même initiateur de toute cette démarche et qui a été le premier un peu dans tout. C'est pour ça qu'il faut le rester. Je sais qu'il y a une grosse équipe autour de la table, donc j'en profite. Et donc, ces référents se réunissent aussi en parallèle du COPIL et décident des choses, ce qui fait qu'on s'est retrouvés parfois, et moi la première, pas au courant de ce que pouvaient avancer les référents, et on avait une démarche en parallèle. Et c'est vrai que je souhaitais, moi, être mise au courant plus de ce que faisaient les référents, parce que je n'assistais pas aux journées référents. Et donc, ils travaillaient sur des démarches, notamment d'évaluation de pratique, de choses comme ça, et une démarche qui commençait à m'échapper un peu, qui se complexifiait en plus. Donc, ce qui n'est pas facile peut-être ici, c'est de faire vivre le COPIL et les référents en parallèle sans qu'il y ait suffisamment d'échanges entre les deux. Voilà. Et concernant l'association bien-être, une des difficultés rencontrées pour réunir les équipes dans le cadre des groupes humanitudes, ça va être à chaque fois de réorganiser les tournées à domicile. Donc,
puisque nos intervenants ne travaillent pas dans nos locaux, mais au domicile des personnes âgées. Donc, à chaque fois, il nous faut anticiper, organiser les tournées pour pouvoir libérer ces personnes au même moment sur un créneau commun au sein de l'association. Donc ça demande toujours une gymnastique importante pour ne pas impacter les personnes que l'on accompagne, assurer toujours le suivi de ces personnes tout en pouvant libérer nos intervenants. Ok, très bien. On passe à la question suivante. Et enfin, la dernière question, en quoi le pilotage, le groupe de pilotage peut être un pilotage de qualité et donc quels sont les leviers et quels sont les bénéfices que vous avez pu avoir grâce à cette mise en place du groupe de pilotage? Qui veut débuter? Aurélie? Oui, oui. Alors celui qui me vient à l'esprit, enfin, quand je voyais la question tout de suite, c'est l'éval externe, en fait. Nous, on n'était pas très écriture, procédure, protocole. Et puis, il y a deux dames, il y a quelques années, qui sont venues m'expliquer la démarche projet, un peu, voilà. Donc, grâce à Delphine et à Sophie, j'ai beaucoup, enfin, le COPIL, on a beaucoup appris. Et du coup, le COPIL est devenu un organe encore plus décisionnaire qu'il ne l'était déjà, parce qu'en fait, il donne vraiment un cap et ce sur quoi on veut travailler. Donc du coup, avec l'éval externe, on a eu vraiment la correspondance. Enfin, c'était les doigts dans le nez, l'auto-éval. Je discutais avec des établissements qui n'ont jamais fait d'auto-évaluation. Donc, voilà, le référentiel, c'était génial. Toutes les correspondances, ils nous demandaient les preuves, on avait tout, on leur montrait tout. Enfin, voilà, ça nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et puis, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est les préparations en amont avec les visites labels, avec, voilà. Voilà, il va falloir vraiment que vous travailliez sur ça parce que l'éval externe approche. Et du coup, toutes les procédures, enfin pas toutes, mais la quasi-totalité des procédures et des protocoles, on les a faites en équipe, en fait, en mode groupe action, groupe projet. Donc voilà, ça c'est le premier bénéfice et le premier avantage auquel je pense. Merci beaucoup, Aurélie. Isabelle, Eric, vous vouliez nous... Peut-être d'un point de vue administrateur, donc qui peut rejoindre peut-être plus les instances décisionnelles auxquelles vous pouvez être confrontés. Après, c'est bien sûr particulier parce que je suis un tout petit peu impliqué au quotidien. Je trouve que le fait d'avoir dans le conseil d'administration des gens sensibilisés et informés sur l'humanitude, c'est un point fort sur lequel on peut s'appuyer, ne serait-ce que pour éventuellement avoir des moyens ou y consacrer des moyens. Je pense aussi qu'un des bénéfices, en confirmant ce qui vient d'être dit sur l'évaluation, c'est-à-dire que de devoir écrire des procédures ou en tout cas de formaliser des choses, en réalité, même si on peut penser que c'est du temps perdu, c'est regagner à un moment ou à un autre parce que ça crédibilise aussi l'activité vis-à-vis de contrôle ou de personnes extérieures. Je peux penser pour nous à la CARSAT ou même parfois à l'ARS. Ensuite, je pense que d'impliquer davantage les personnes de terrain, c'est aussi redonner du sens au travail qui est effectué et qu'ils se sentent partie prenante d'une aventure et pas uniquement ceux à qui on vient donner des ordres ou en tout cas exiger des choses. Et je pense qu'à ce moment-là, entre les différents intervenants, ils peuvent s'expliquer les choses. On est peut-être moins dans le descendant et plus dans la transmission horizontale ou entre pairs. Je pense que ça, c'est une chose que moi j'ai constaté en tout cas comme bénéfice. On est moins descendant et on est plus transversal. Merci. Élise? Ah oui, je te rejoins complètement, Eric. On peut avoir envie de cette démarche, l'avoir rêvée, visualisée. Si elle n'est pas portée par les professionnels de terrain, en fait, elle ne fonctionne pas. Et dans ce COPIL, effectivement, il y a tous ces professionnels qui, après, vont réussir à convaincre leurs collègues. Et en fait, c'est que comme ça que ça fonctionne.
Donc, et puis, notre vision des choses, si on est tout seul à l'avoir, en fait, on est loin de peut-être ce qui va être nécessaire à prioriser. Donc, c'est aussi réfléchir à plusieurs pour savoir ce qui est la meilleure solution à retenir. Donc, sans le travail pluridisciplinaire, je ne vois pas comment la démarche pourrait s'installer, pourrait se faire. Je pense que ça valorise aussi les professionnels, je l'avais déjà dit tout à l'heure, c'est vrai. Ça assoit la démarche, ça la sécurise. Ça permet aussi de se rendre compte, après tout dépend de la proximité qu'on a avec le terrain, mais ça permet de se rendre compte aussi de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, oui, pour moi, c'est incontournable de fonctionner de cette façon-là. Donc, il faut que je complète avec la diapo. Mais j'ai une petite affiche qui se… je ne vois pas le premier item. Mais C'est l'engagement. sinon, Sophie, oui. C'est ce Prendre le qu'on relais, nous oui. propose, c'est ce qu'on appelle les 5 clés de la réussite du groupe de pilotage. Donc, le premier, c'est tout ce qui est l'engagement. L'engagement des personnes ressources. Donc, c'est identifier déjà quelles personnes ressources. Et Mme Zumstein, vous nous l'avez bien dit, c'est qu'au début, peut-être le casting n'était peut-être pas optimal. Donc, c'est vraiment l'engagement avec des personnes ressources et un engagement de la direction. Ensuite, c'est savoir s'organiser. Donc, c'est ce que je disais au début. Il peut y avoir beaucoup de projets, mais voilà, 5 projets, c'est déjà bien. Et comment on s'organise avec un ordre du jour, avec un compte-rendu de réunion, avec un plan d'action. Il y a le référentiel Humanitude qui peut vous aider justement dans cette organisation. Ensuite, c'est soutenir le terrain. Donc, Attends, Sophie, ouais. pardon. Pour l'organisation, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de débuter cette organisation, mener les projets directement en utilisant le référentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on déploie la démarche, on commence systématiquement par un pilotage amont qui permet à l'établissement, en même temps qu'il déploie et qu'il se forme aux techniques, qui permet de s'approprier le référentiel et de mener les projets aidés de ce référentiel. Et c'est en ça où peut-être aujourd'hui sur le terrain, c'est un peu plus facilitant. C'est vrai que les anciens établissements, Élise, Montauban, voilà, vous avez vécu, vous, le déploiement un petit peu de la démarche Humanitude par les techniques, par le terrain. Et du coup, ça a été peut-être un peu plus compliqué de pouvoir après raccrocher derrière à ce référentiel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le parti qui a été pris d'accompagner les établissements d'emblée sur ce référentiel et de l'utiliser comme guide pour déploiement et non pas comme quelque chose qui va les entraver, si vous voulez. C'est plus utilisé comme une aide aujourd'hui pour les établissements. Voilà, c'est juste pour préciser. Merci, Sophie. Il y a Annie qui voulait aussi… En fait, Oui. c'est pour compléter ce que tu viens de dire, Delphine. Il y a une question d'un internaute sur le déploiement des pratiques Humanitude autour de projets. Mais quel type de projet, justement? Et ça, je pense que tu fais le lien avec le référentiel, puisque le référentiel est identifié en critères autour des 5 grands principes de l'humanitude. Et à chaque grand principe, on tire les tiroirs des critères qui vont permettre de pouvoir guider les groupes actions sur ce qu'ils ont à mener. Tout ce qui est attendu est décrit dans le référentiel. Donc, on n'a pas de question. Enfin voilà, on se pose plus la question de savoir comment on va mener les projets. On ouvre le référentiel, on suit ce qui nous est demandé. Et en suivant ce qui nous est demandé, on comprend ce qu'il y a à fournir. Et les formations pilotage qu'on insère dans la démarche Humanitude viennent outiller, les formateurs viennent outiller les différentes thématiques selon là où vous en êtes dans vos projets. Est-ce que ça va? Tout à fait. Tout à fait, en sachant que les grands projets à mener donc, se retrouvent, ce sont les chapitres à l'intérieur des grands principes. Vous allez retrouver, et pour vous donner des exemples, le projet vers zéro contention, le projet sommeil, la verticalité, la qualité de vie au travail, le projet bien-traitance, voilà, tous les projets.
qui vont être abordés non plus sous forme de déploiement de techniques, mais mettre en place le projet sommeil. Certes, il va falloir déployer les techniques sur le terrain, mais il va falloir aussi qu'on se penche sur l'organisation du travail de nuit. Il va falloir aussi qu'on se penche sur la règle du respect du sommeil, etc. Donc, c'est en ça qu'on passe d'une méthodologie par la technique, par l'application sur le terrain, à quelque chose qui demande un minimum une organisation de projet un peu plus structurée pour changer, pour aménager les organisations en fonction de ce qui est demandé dans le référentiel. Donc, n'hésitez pas, hein, si ce n'est pas suffisamment complet, à relancer sur les questions et on répondra au fur et à mesure. Donc, Sophie, je te laisse… Donc, c'est ça, une fois que vous avez trouvé, identifié vos projets, par exemple le respect du sommeil, ensuite, il va falloir aller sur le terrain et soutenir le projet sur le terrain, c'est-à-dire il va falloir guider, aiguiller, expliquer, communiquer au niveau du terrain, par exemple sur le projet respect du sommeil. Donc, ça veut dire aller avec les équipes de nuit comme de jour, répondre aussi à toutes leurs questions, à gérer aussi la résistance au changement, parce que le changement fait peur. Donc, c'est aussi à ce moment-là, plus on sera sur le terrain, plus aussi on va pouvoir aider sur cette résistance au changement. Et une fois que sur le terrain, c'est soutenu et que ça commence à être mis en place par des ateliers du compagnonnage, il va falloir évaluer, donc voir la progression. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire déjà une première analyse donc avant, ce qu'on appelle une auto-évaluation, par exemple, à l'instant initial. Et après, une fois que le projet est mis en place, au bout de quelques semaines, quelques mois, de réévaluer une fois que la mise en place du projet a été réalisée, et de s'aider du plan d'action qui est aussi disponible sur le référentiel pour suivre cette progression. Et surtout, à la fin, ne jamais oublier toute la partie communication, c'est-à-dire on a toujours tendance à être dans les actions, et derrière, il faut bien communiquer l'efficacité, communiquer ce qui a fonctionné et pour quand même qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vraiment identifier les leviers, les freins et les bénéfices et communiquer. C'est aujourd'hui, c'est des campagnes à thème, c'est des flyers, c'est des petites vidéos. Et cette communication va aussi être une étape pour pérenniser les projets mis en place, parce qu'une fois que le projet est mis en place, on peut passer à un autre projet, mais il ne faut jamais l'oublier. Annuellement, il faut peut-être revenir sur le projet pour refaire un point où est-ce qu'on en est sur ce projet. Donc, par rapport à la résistance au changement, c'est ce qu'on disait, et c'est aussi une des missions du groupe de pilotage, c'est-à-dire que l'être humain n'aime pas le changement. Le changement demande des efforts et nous pouvons passer par plusieurs phases émotionnelles du changement. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe émotionnelle de Kubler-Ross. Et les professionnels peuvent passer par différentes phases, donc l'annonce, le choc, le déni, la colère, le marchandage, pour arriver enfin à cette remontée avec l'acceptation. Et dans ces phases, nous, on vous propose de l'accompagner pour vraiment informer du projet qui va être mis en place en amont, guider les professionnels, guider dans les résistances, guider dans les difficultés, être dans l'encouragement. Donc là, c'est écouter aussi les difficultés, mais trouver vraiment les mots positifs et toujours d'identifier ce que vous faites. Oui, il y a telle et telle chose en ce moment qui peut-être qui ne fonctionne pas, mais vous avez telle capacité, vous avez mis en place telle action. C'est vraiment de les encourager dans ce qui est fait pour après avoir une acceptation du projet. Et le but du groupe de pilotage, c'est ce qu'on appelle ce saut de Tarzan, c'est d'éviter qu'il y ait trop ces vagues émotionnelles pour arriver plus vite vers l'acceptation. Et par exemple, Madame Zumstein, vous avez une expérience là-dessus sur sur le groupe Verticalité, avec un projet Verticalité, où vous avez passé vraiment par ces différentes phases et qui a même duré un petit peu. Oui, donc ça a duré 2 ans. 2 ans où le personnel s'escrimait à prouver que jamais on arrivera à faire marcher les habitants par les soignants, que c'était le boulot de l'animateur sportif, que c'était le boulot des kinés.
Et maintenant, malgré toutes nos difficultés, et Dieu sait qu'on en a en ce moment, eh ben, les habitants continuent d'être accompagnés en marchant s'ils le peuvent. Voilà, donc voilà, on a mis du temps, on a dû s'imposer. Voilà, on a accompagné effectivement et la résistance et après on lâche. Voilà, il faut qu'on continue là-dessus, quoi. Et peut-être que vos meilleurs ambassadeurs, ce sont les gens debout, ce sont les habitants eux-mêmes. Exactement. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des 3 cadres, on est là et régulièrement, c'est une petite pique positive en disant « Oh, ben si, peut-être Madame Zumstein n'avait pas été accompagnée pour marcher autant de mètres, elle n'en serait pas là aujourd'hui. » Et puis du coup, en fait, voilà, on essaye de prendre exemple, oui, sur des super progrès. Alors, je ne sais pas dans vos établissements actuels comment se passent les retours d'hospitalisation. Nous, que ce soit retour de SSR ou de court séjour, c'est assez catastrophique l'état dans lequel ils reviennent. Et en fait, c'est vrai que là, moi, je ne manque jamais de mesurer le moment où ils sont revenus d'hospitalisation, pas levés, ben, du coup incapables de faire 2 pas, et puis 2, 3 semaines, 1 mois après, les progrès qu'ils ont pu faire, mais pas que grâce au kiné, grâce à un travail collectif, que ce soit la verticalité pure ou du coup toutes les, comment dire, tout l'accent qu'on a mis sur l'alimentation, la nutrition. Voilà. C'est très intéressant parce qu'une des missions de ce groupe de pilotage, ça va être également de valoriser toutes ces actions qui ont été mises en place. C'est que c'est important de se dire, ben là, peut-être qu'on ne voit plus finalement les bénéfices de tout ce qui a été mis en place et réussir régulièrement, et on vous conseille peut-être annuellement, après l'analyse d'auto-évaluation, ben, d'afficher, communiquer sur les résultats, sur ce que vous faites de bien. C'est toujours important. On a l'impression que parfois c'est pas nécessaire parce que tout le monde sait que depuis l'humanitude, les habitants marchent un peu plus. Mais je pense que c'est important de le dire, de l'afficher partout. Soyez fiers de ce que vous faites. Et c'est des piqûres, oui, en effet, c'est des petits shoots de motivation qui permettent à tout le monde de se dire que l'humanitude, c'est pas juste le travail d'un copil dans un bureau. Certes, ça demande une méthode, certes, ça demande une organisation, ça demande des réunions, donc oui, pas mal de réunions, mais c'est aussi derrière des résultats sur le terrain. Donc voilà, soyez le plus présent sur le terrain pour soutenir et voir et mettre en valeur cette progression. J'entendais aussi tout à l'heure Gaëlle qui disait cette notion de contrôler, qu'on a donné, peut-être que vous avez donné, vous me rectifiez Gaëlle si j'ai pas bien compris, mais d'avoir donné cette mission d'évaluation, de réalisation peut-être des audits sur le terrain qui a été perçue par les référents comme étant des inspections de leurs collègues. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas hésiter à recadrer, à repréciser les objectifs de tous ces outils. L'objectif d'un audit, c'est avant de mettre en œuvre des actions correctives, c'est réussir aussi à mettre en valeur ce qui marche et ce qui fonctionne bien. Et comment on peut s'appuyer sur ces choses qui fonctionnent bien. Et ça, c'est le rôle du copil, d'analyser tout ça et de se dire derrière comment on peut faire ressortir tout ce qui fonctionne de bien dans l'établissement grâce à ces audits. Et ne pas hésiter à remanier les audits. Si les référents ne se sentent pas dans ce rôle-là, peut-être recommuniquer sur qu'est-ce qu'un audit, pourquoi, auprès des équipes, voyez. Et donc, c'est un réajustement permanent qui fait que derrière, on ne va pas rester sur un mode de fonctionnement si vous sentez que ça ne passe pas. Le rôle du copil, c'est vraiment de réajuster. Gaëlle, oui. Delphine? Oui. Du coup, j'avais envie même de préciser, moi je sais que là, ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait de PP. Moi, j'ai même des soignants, le retour des référents qui me disent en fait qu'ils attendent ce retour positif d'avoir été évalués. Est-ce que j'ai bien fait?
On en est passé à là, du coup. Autant ils génial. m'ont regardé avec des yeux tout rond, tout gros. Oh là là, qu'est-ce qu'elle vient faire comme inspection? C'est les MSP de l'ancienne époque hospitalière. Autant maintenant elles ont compris. Elles attendent aussi le retour de la référente ou du cadre, hein, puisque nous on en fait aussi des évals. Et elles attendent aussi qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je dois réajuster. C'est ça. C'est ça. Et plus vous en faites, et plus il y a cette notion, ne pas hésiter à en faire plusieurs fois par an. Une fois par an, des énormes audits qui vraiment mobilisent tout le monde, ça fait peur, c'est un peu des inspections, vous voyez. Donc, ne pas hésiter à en faire régulièrement dans le quotidien. Et au groupe de pilotage, de centraliser vraiment ces informations. Et une des clés de la réussite d'un pilotage, c'est vraiment la communication, mais communiquer sur, sur les points positifs et voilà. Et le suivi de la progression et des réussites des projets. Gaëlle, tu voulais Ouais, une petite expérience qu'on avait fait avant la visite de suivi en 2021, c'est qu'on avait fait une visite blanche dans l'établissement, c'est-à-dire comme on est sur 2 sites, les conseillers de Montauban étaient venus sur Médréac et inversement pour faire une petite mise en situation de visite de label, de suivi de label. Et ça avait été très, très bien vécu, stressant, je pense, pour le terrain. Et tout le monde attendait ça un peu avec du stress et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et en fait, ça a été très bien vécu parce que les retours déjà été positifs, le terrain. Et en fait, ça a mis en confiance et ça a valorisé tout le monde, en effet. Très bien. On va peut-être passer aux questions. Élise, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense des questions? Parce que justement, je viens de les trouver, les questions, il y en a beaucoup. Alors, voilà, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, parce que nous, on ne les voit pas. Si on peut faire un tri, mais en même temps, donner la parole aux gens, ça serait quand même bien. Et oui, donc, mais si alors moi… si on peut libérer leur micro, j'aimerais bien quand même. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je partage le diaporama, donc je ne vois rien. Donc, il faut que quelqu'un peut-être gère ça. Mettre en évidence tout le monde. Alors, tac, tac, tac. Ou alors, je fais arrêter le partage. Hop. Et on reviendra pour la fin. Est-ce que c'est arrêté le partage? Oui? Oui. Ah, OK. Donc, on avait une question sur où se procurer le référentiel Humanitude. Alors, qui répond? Je te propose d'y aller, Delphine, parce qu'on essaye d'ouvrir tous les micros de tout le monde là. OK, très bien. Donc, où se procurer le référentiel Humanitude? Quand vous vous formez donc à la démarche Humanitude, on propose donc d'accompagner, d'aider les établissements dans le pilotage de cette démarche. Et on offre sur ces formations de pilotage l'utilisation du référentiel Humanitude sur le logiciel Encodea. Donc, si vous êtes formé, ne pas hésiter à se rapprocher de l'Institut Gineste Marescotti de votre région si vous souhaitez utiliser le référentiel. Voilà, ou nous laisser vos coordonnées pour pouvoir vous recontacter. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc là, tout le monde a le micro qui a été autorisé. Hein. Donc, si vous souhaitez poser des questions. Allons-y. Comment se procurer? Sur les questions qu'on a posées, là, la création, la méthode du copil, les difficultés, les leviers, si vous avez d'autres retours d'expérience, ça nous intéresse aussi. Parce que l'idée, c'est aussi d'échanger là-dessus. Donc, on a beaucoup cadré le propos, mais… Moi, j'ai envie de rajouter que depuis quelques mois, on est plébiscité et d'avoir fait une grosse com de l'obtention du label, de continuer à communiquer. En fait, on croule sous les dossiers. Peut-être que pour certains EHPAD, c'est quand même le bienvenu d'avoir des lits pleins et occupés et puis d'avoir la satisfaction des familles. Hein. On n'est largement pas parfait, mais vraiment, on nous harcèle presque au téléphone pour venir à l'EHPAD ici. Voilà. Ouais, et puis moi,
constaté dans un établissement où les pratiques étaient vraiment mauvaises, on n'arrivait plus à remplir. Donc après, je n'ai pas fait d'enquête de territoire pour savoir s'il y avait trop d'établissements à proximité, mais en tout cas, il y avait une vraie coïncidence entre une prestation pas suffisante et très, très peu de demandes, quoi, hein. Ok. Non, il n'y a pas de questions. Alors, Vous avez- on va Au niveau de peut-être... l'association, le témoignage qu'on peut apporter, c'est qu'au niveau des recrutements, comme pour les remplacements cet été, ça faisait plusieurs années d'affilée qu'on était en difficulté pour recruter. Et on a fait une journée d'information auprès des écoles sur l'humanitude. Et on a eu de ce fait pas mal de jeunes étudiantes qui ont candidaté pour rejoindre nos équipes pour les remplacements de cet été. Donc voilà, on voit vraiment l'évolution aussi à ce niveau-là, c'est qu'on arrive plus aisément à recruter nos salariés. Donc ça, c'est également le témoignage, Positif, ouais. Annie, du directeur justement du dernier labellisé, là, à Aix-en-Provence, Léopold Cartou, qui nous disait crouler sous les CV d'infirmières. On avait du mal à le croire, mais depuis la labellisation, donc voilà, donc c'est vraiment, en tout cas, un bénéfice énorme en termes de recrutement. C'est une étude qui a eu lieu en 2021, je crois, Sophie, Ouais, dans l'Est, c'est ça. avec le soutien de la CNSA qui avait fait une étude sur la manière dont les labellisés avaient fait face à la crise Covid et qui avait révélé que le label était devenu une marque employeur, en effet. Il était devenu une marque qui commençait à se faire connaître autant pour, comme vous le dites, sur le grand public, pour les aidants, pour les proches, que pour les professionnels. Ok. Est-ce qu'on continue Ouais, s'il n'y a pas de questions, on peut on juste va continuer conclure, avec les informations. On Ne va pas vous oublier. inviter à vous inscrire pour vous retrouver, pour nous tous nous retrouver à notre prochain colloque annuel sur les approches non médicamenteuses avec H Village et Humanitude. On vous invite à venir réfléchir et en tout cas vous rebooster autour des valeurs de l'olympisme au service des athlètes du prendre soin. On va mobiliser des sportifs, on va mobiliser des sociologues, des chercheurs qui vont partager, des médecins, des cardiologues, des médecins du sport, des enseignants à part qui vont venir partager leurs études autant pour les bienfaits de l'activité physique pour les personnes accompagnées que pour les soignants aussi. Donc, avec plaisir de vous retrouver les 13 et 14 novembre et la veille. La veille, Donc, qui est la journée pour Assumvi, donc la veille du colloque chaque année. Donc cette année, ça sera le 12 novembre, où nous réalisons un retour d'expérience. Donc il y a à peu près une dizaine d'établissements qui, pendant 10 minutes, exposent un projet. Donc avant, on parlait du respect du sommeil, ça peut être verticalité, ça peut être la mise en place des PAP, gestion et prévention des CAP, donc qui expliquent comment ils ont mis en place leur projet dans l'établissement. Donc c'est une journée qui gratuite. Donc dans les newsletters, vous recevrez chaque fois les liens pour s'inscrire ou sur le site du Label Humanitude. N'hésitez pas pour l'inscription pour cette journée. Et donc elle est au même endroit que le colloque, donc la veille. Et cette année, ça sera le 12 novembre. Et vous êtes bien sûr la bienvenue. on a commencé avec 20 participants. L'année dernière, on était 100, plus de 100. Oui, c'est ça. Journée très, très appréciée pour partager les expériences des uns des autres. On a également les formateurs aussi, Humanitude, qui aiment aussi participer à cette journée de retour d'expérience pour vérifier, voir un peu tout ce qui est mis en place sur le terrain par vous, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous faire connaître si vous avez des projets à partager, à expliquer, venir nous montrer comment vous déployez justement ces techniques Humanitude au quotidien dans vos établissements.
Et c'est l'occasion aussi de rencontrer tout le réseau et les auteurs de l'Humanitude qu'on salue, Yves Gineste et Rosette Marescotti. Très bien. Donc, pour finir, si ce webinaire est intéressant à garder, on a cherché à faire 1 heure et on n'est pas trop mal en termes de gestion de temps. Eh ben, ce serait intéressant de savoir s'il y a d'autres sujets qui pourraient vous convenir et qui pourraient vous intéresser pour faire l'objet d'un prochain webinaire. Donc, a priori, ce webinaire sera enregistré. On pourra le retrouver en replay sur le site labelhumanitude.fr. Et on peut contacter Sophie. Pourquoi on a mis l'adresse de Sophie? Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou des idées de webinaire ou pour participer aussi à la journée du séminaire le 12 novembre ou des questions sur la labellisation, en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez mon mail et si besoin, après, je peux très bien retransmettre la demande aux instituts Gineste Marescotti. Nous sommes toujours en collaboration. Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Merci tout le monde. À très bientôt. Merci aux participants.